Je pense qu'on peut démarrer. Oui, bien, bonjour tout le monde. Merci, Ariane, pour gérer ce séminaire. Je remercie dans un premier temps notre conférencier, mon ami Jean-Louis Denis. Je suis heureux de le revoir depuis un certain temps, depuis la COVID. On ne s'était pas recroisés. Et je suis donc très heureux et honoré de pouvoir avoir sa présence aujourd'hui, qui va nous parler de la transformation de la gouvernance du système de santé, sujet assez d'actualité avec le PL15 qui arrive à grands pas. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre parler de cette transformation de la gouvernance qui concerne l'ensemble des employés et gestionnaires du réseau de la santé. Nous avons aussi la chance d'avoir Joanne Castonguay, la commissaire à la santé et au bien-être, avec nous. Et je pense que Joanne voulait nous adresser quelques mots, mais avant, Jean-Louis Denis est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, titulaire d'une chaire de recherche et un des éminents professeurs qui a marqué, je dirais, l'évolution du système de santé et sa compréhension. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir en entendre davantage. Étant un peu mon maître à penser sur plusieurs volets de la transformation. Donc, je suis bien heureux de pouvoir l'écouter encore aujourd'hui sur ce volet de transformation de la gouvernance. Donc, je laisserai la parole à Joanne si elle veut nous adresser quelques mots d'introduction. Merci à tous. Bon séminaire. Merci beaucoup, Denis. Et je m'excuse de faire ça à caméra fermée. J'ai un visiteur impromptu ces jours-ci. Il s'appelle la COVID. Donc, je préfère pas me montrer la face. Mais ça me fait plaisir de vous parler. Puis je réalise que c'est un sujet, là, je regarde juste le nombre de personnes qui participent à la rencontre. C'est un sujet, évidemment, qui est tout à fait pertinent aujourd'hui, encore plus avec la signature là, du projet de loi 15 et finalement le lancement de son implantation. Donc, en fait, ce que je vous dirais, c'est que le projet a démarré au moment où on a terminé le projet du point de vue du CSBE et l'intérêt pour voir quelles étaient les meilleures pratiques au niveau de la transformation de la gouvernance des systèmes de santé a démarré au moment après qu'on ait fait la recommandation de séparer la gouvernance, pas de séparer la gouvernance, mais de se donner la possibilité que le ministère se donne la possibilité de se concentrer davantage sur la gouvernance et de laisser l'opération aux opérateurs, si on veut, et donc de reprendre le rôle de la gouvernance. Maintenant, quelques mots sur l'importance de la gouvernance. En fait, pourquoi c'est important la gouvernance? Essentiellement, ce que je dirais, c'est que si on ne met pas en place un certain nombre de mécanismes ou de garde-fous pour atteindre un objectif, les résultats sont très peu, en fait, c'est très difficile de prévoir quels sont les résultats qu'on va atteindre. Alors, peu importe l'organisation dont il est question, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'une organisation privée ou simplement d'un groupe de personnes qui se réunissent pour atteindre un objectif. Au point de vue gouvernemental, bien évidemment, c'est encore plus important parce que c'est très gros, ça implique énormément d'individus et ça implique aussi des fonds publics. Et le gouvernement a la responsabilité de faire la meilleure utilisation des fonds publics. Alors, juste pour vous donner un petit exemple un peu bancal, sans mécanisme de gouvernance approprié, c'est un peu comme construire une maison puis pas avoir de plan. Pas s'entendre avec ton contracteur sur le plan, c'est simplement lui donner des grandes indications. C'est aussi comme ne pas mettre de mécanisme pour que tu te rends compte à des points précis ou à des points où est-ce que tu contrôles le résultat tout au long de la réalisation du projet. C'est aussi finalement une capacité de te donner de le faire de suivi, mais aussi de donner des incitatifs. Puis souvent, dans le contexte d'un contrat, c'est assez contrat pour la construction d'une maison, c'est assez clair, là, c'est vraiment les paiements. Mais les incitatifs pour atteindre les objectifs. Mais s'il n'y a pas de cohérence dans ces mécanismes-là, c'est très difficile, encore une fois, de prévoir le résultat qui va être atteint. Donc, le rôle de la gouvernance, c'est vraiment de mettre en place des mécanismes. Et ça se fait via
le plan stratégique, qui est un accord entre les établissements et le ministère, les mécanismes de contrôle de qualité, les mécanismes incitatifs, puis aussi la capacité de mesurer les résultats et de se donner la possibilité de changer tes stratégies à mesure que tu avances. Donc, je laisserai la parole à Jean-Louis parce que c'est à peu près ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment pour mettre le point ou l'emphase sur l'importance des mécanismes de gouvernance pour atteindre les objectifs souhaités. Alors, merci beaucoup de votre écoute, puis je vous souhaite une excellente conférence. Merci, Joanne. Donc, je laisserai la parole à Jean-Louis. Merci. Je vais faire le partage d'écran. C'est bon, j'imagine que vous voyez. Oui, très bien. Bon, Joanne a introduit le thème. Là, ce que je vais partager avec vous, c'est donc essentiellement les deux rapports qu'on a fait à la fois à la demande de la commissaire et avec la commissaire, puis Shorey Ténian, qui était à ce moment-là étudiante à la maîtrise et qui est maintenant au doctorat. Deux rapports qui visaient à regarder un peu d'un côté quels sont les modèles qui ont été mis en place pour restructurer la gouvernance et, un autre volet tout aussi important qui est à la fois très large, qui consistait à dire lorsqu'on essaie de transformer la gouvernance, quelles sont les dimensions à considérer? Quels vont être les enjeux, les dynamiques, les éléments à mettre en place? Donc, ce sont des travaux qui se sont faits dans le contexte de l'intérêt qui était porté au Québec pour renouveler la gouvernance à ce moment-là, mais ce n'est pas une analyse du PL15 ou de la loi qui a été adoptée. C'est une mise en contexte plus large de ce que ça implique, les modèles de restructuration de la gouvernance. Et comme on dit en introduction du rapport, le terme de la gouvernance est apparu comme, je dirais, un thème populaire dans beaucoup réformes ou changements importants dans les politiques du système de santé dans plusieurs juridictions européennes, canadiennes, évidemment, on y reviendra. Je vais passer très rapidement, là, c'était l'intro à Joanne, mais le rôle de la gouvernance, d'un point de vue formel, là, est de traduire en orientation, en cible, en objectif précis, la volonté de la société et des élus. Ce rôle implique de mobiliser différents leviers pour passer de l'orientation des actions vers les résultats attendus. Puis on fait référence ici autant des politiques, des stratégies, des mécanismes qui soutiennent la priorisation, la supervision, du financement, l'incitation, l'habilitation, l'évaluation des résultats. Je vais passer ça sur les deux rapports et pas par narcissisme. Je vous encourage au moins à lire les résumés exécutifs parce que, je dirais, on a consacré quelques mois à essayer d'approfondir différents éléments de la gouvernance et ce qu'on partage aujourd'hui, c'est comme des éléments succincts de considération plus élaborés dans les rapports. Une chose qui nous a habité dans ces travaux-là, puis Joanne le disait, ça faisait suite aux travaux aussi qu'on avait fait sur des mandats spéciaux autour de la santé publique et du secteur des soins aux aînés dans le premier mandat spécial qui avait reçu le CSBE. Et c'est cette idée de voir la gouvernance comme une capacité de piloter le système, mais aussi une capacité de le transformer pour atteindre des résultats
dans le langage du CSBE, de la commissaire, pour produire de la valeur. Et la question de mise en place d'une stratégie intégrée de transformation de la gouvernance nous apparaît centrale et on a essayé beaucoup dans les rapports, surtout dans le rapport 2 là, sur la gouvernance, à faire ressortir les éléments de la transformation. Si on regarde un peu ce qui ressort comme grande ligne, c'est quels sont les motifs évoqués dans différentes juridictions pour repenser les modèles de gouvernance. Bon, il y a un petit peu de classique, là, la viabilité à long terme du système de santé. Est-ce que le système de santé va être soutenable? Si oui, à quelles conditions? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans le qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comment organiser la gouvernance pour que le système soit à la fois soutenable et adaptatif. Il y a un enjeu de contrôler la progression des coûts et d'améliorer l'efficience. Il y a un enjeu qui est évoqué aussi de réduire la complexité des systèmes. Et beaucoup ici, ce qui est mis en plan, c'est l'importance de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la gouvernance. Et la gouvernance, on la regarde avec le postulat suivant, c'est que c'est une joute collective. Vous avez des responsabilités de gouvernance au ministère, au niveau d'un État central. Vous avez des responsabilités de gouvernance à d'autres niveaux du système. Et chaque composante d'un système de gouvernance doit être au clair sur ses rôles et responsabilités et doit aussi être en mesure d'agir en fonction de ce qu'on attend des différents niveaux de décision et d'intervention. Et cet enjeu-là est souvent repris, je dirais, c'est un vieil enjeu, mais qui refait surface à chaque fois qu'on aborde des questions de gouvernance en santé, des questions d'équilibre entre centralisation et décentralisation. Plus, je dirais, au-delà des objectifs évoqués dans différentes juridictions, il y a aussi des tendances lourdes qui amènent les États et les systèmes de santé à questionner les arrangements de gouvernance qui sont en force à un moment donné de leur évolution. Et là, je reviens à la question, je dirais, l'éternel rebrassage du balancier entre centralisation, décentralisation, voulant dire aussi qu'est-ce qui peut être le mieux fait à un niveau donné dans un système de santé. Donc, une logique de subsidiarité ici qui est au centre de ces conversations-là. Et on va le voir tantôt dans les modèles concrets, même les juridictions qui ont créé des autorités dites consolidées, centrales de gouvernance, ont maintenu des entités décentralisées. On pourra donner des exemples. Un autre aspect qui croise les efforts de renouveau de la gouvernance, c'est la valorisation de ce qu'on a appelé une perspective corporative de la gouvernance fondée sur un rôle actif des gestionnaires ou décideurs aux différents paliers d'un système, incluant la question des régimes d'imputabilité et des objectifs de performance prédéfinis. Et cette perspective-là influence beaucoup, entre autres, le courant du value-based care, puisqu'il y a une attention portée à des objectifs de résultats qui doivent être mesurables et dont les acteurs et les organisations se sentent imputables. Une autre perspective a été la valorisation, si vous voulez, d'une perspective néolibérale avec avec un sous-entendu ou très explicite, dépendant, promotion d'un rôle minimal de l'État
et délégation des fonctions de gouvernance et de gestion à de multiples parties prenantes. Ce courant-là qui a été expérimenté dans plusieurs juridictions, qui a influencé ce qui s'est passé, a quand même rencontré de fortes limites, c'est-à-dire a été associé à certains risques sur le plan de la qualité et de la sécurité des soins, entre autres, comme on a vu dans d'autres secteurs aussi, lorsqu'il y a non seulement une remodulation du rôle d'un État, mais un rétrécissement de son rôle dans ses fonctions régulatrices. Les éléments communs en renforcement de la gouvernance en santé, c'est-à-dire que quand on regarde les différents modèles, qu'est-ce qui ressort je dirais, d'ingrédients que recherchent les réformateurs de la gouvernance lorsqu'ils le font pour améliorer le pilotage du système. Je l'ai mentionné, une orientation claire du système, on pourrait dire, sur la valeur, sur des résultats qui ont une valeur ajoutée, et ça au plus haut niveau du leadership. Clarification des rôles et responsabilités aux différents paliers de gouvernance et dans les différents secteurs d'intervention, puisqu'il y a des spécificités à des secteurs santé publique, soins à domicile, services médicaux. Aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps d'entrer dans ça. La mise en place d'un classique qui est recherché, qui n'est pas tout à fait atteint, de systèmes d'information dont les résultats sont transparents, publics, et des systèmes qui comportent des éléments d'information qui permettent de piloter le système à valeur ajoutée, des mécanismes de financement cohérents avec les objectifs. Et là, c'est toute l'allocation des ressources, la manière de rémunérer les ressources, de financer les organisations et les incitatifs qu'on pourrait appeler normatifs, qu'on a appelé aussi la culture de gouvernance, qui touche toutes les prédispositions des acteurs. Par exemple, c'est simple à énoncer qu'un système devrait être orienté vers la production de la valeur. C'est plus compliqué en développer une compréhension commune et s'assurer que c'est internalisé dans les comportements et les décisions à l'échelle d'un système, incluant dans la manière dont on configure les règles d'allocation des ressources et les mécanismes d'incitation. Aussi, pour un ensemble de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais il y a un constat assez généralisé de décalage dans des systèmes de santé entre leur capacité à innover techniquement, à incorporer des innovations cliniques, des nouvelles molécules, des nouvelles technologies thérapeutiques, et une difficulté à renouveler l'institution qui est le système de santé ou à l'adapter à une vitesse suffisante. Et donc, dans les ambitions de réforme de la gouvernance, on doit avoir comme une des rubriques la question d'une stratégie délibérée pour accroître l'innovation. La mobilisation à l'arrière des changements substantifs ou importants de la gouvernance, c'est que la mobilisation de ces différents éléments au concret devrait créer un contexte habilitant pour adresser les vulnérabilités persistantes du système de santé et aussi accroître la valeur qui est produite, donc les résultats. Les exemples de structures de gouvernance, et là, on s'est intéressé principalement aux juridictions canadiennes qui ont amorcé avant celles en cours au Québec des transitions importantes sur le plan de la gouvernance, et c'est un nombre important de provinces canadiennes. Là, on va en évoquer quelques-unes. Et là, on pourrait
les départager en deux grandes catégories, des modèles décentralisés ou une autorité consolidée de gouvernance. On a souvent entendu l'Alberta qui là est en changement, on y reviendra tantôt, mais qui consiste à créer une agence unique de planification et de gestion des opérations du système Alberta and Services, Nova Scotia Health Authority. Projet dans le temps, c'était en cours, projet qui a été adopté là, au Québec. Dans ces modèles centralisés-là, on a toujours observé une dynamique de zone qu'on peut appeler aussi régionale, mais qui est l'installation d'une capacité exécutive au niveau de district ou de territoire redevable à l'Agence centrale de gouvernance. On croise souvent dans ces modèles-là un investissement, une attention importante portée à des réseaux d'innovation clinique ou de performance clinique. En Alberta, des Strategic Clinical Network, on retrouve aussi ailleurs. Et ces agences-là ont pour responsabilité aussi de mettre en place des modèles documentés de planification, de coordination, de fourniture de soins et services. En parallèle, et là, ici, les agences centralisées, c'est Alberta, Nouvelle-Écosse, Québec, qui vient d'être adopté, là, indépendamment de la forme finale que ça va prendre, et Terre-Neuve, qui est en voie de créer une agence de gouvernance, c'est-à-dire qui est en voie de restructurer sa gouvernance, va à ce jour vers un modèle d'agence unique pour le réseau type centralisé à Terre-Neuve-Labrador. Les modèles qu'on a appelés équilibrés, qui peuvent se dire aussi comme étant moins centralisés structurellement et qui voient la gouvernance comme un travail plus distribué sur le plan structurel. C'est le modèle, entre autres, de Share Health au Manitoba, puis le modèle en Ontario de l'Agence de santé ontarienne. Ce sont des agences qui regroupent des services partagés au niveau du système. On va donner des exemples tantôt, qui regroupent à l'intérieur de l'autorité de gouvernance des agences d'expertise type INES, type Health Quality Ontario, et qui se disent on va être un genre de hub d'appui au système, et ce qu'on va garder aussi comme prérogative de gouvernance au niveau des soins, c'est l'organisation et la planification de soins très spécialisés qui sont gérés au niveau de la province. Dans ces modèles-là, il y a un maintien des CA dans les établissements ou les organismes régionaux. Le Manitoba, ce sont des autorités régionales, entre autres. L'objectif, c'est d'améliorer la coordination, l'efficience et l'intégration des soins et services. Dans le cas de l'Ontario, des collègues ontariens vont dire la nouvelle autorité de gouvernance en Ontario, c'est un funding qui met en action différents modèles de financement dans le but d'atteindre des meilleurs résultats. Donc, ça utilise énormément le levier aussi de la contractualisation ou du commissioning, comme diraient nos collègues du Royaume-Uni. Le modèle d'Alberta, il est bien connu. Il est en transition, donc c'est pour ça qu'on a mis en haut, mais en transformation. Il a été le modèle précurseur au Canada de la création d'autorités, je dirais, plus centralisées ou consolidées de gouvernance, puisque ça date de 2008.
On a beaucoup à apprendre de l'expérience de ce modèle-là. Il est en voie d'être aboli au profit de recréer un ensemble d'agences plus spécialisées ou sectorielles qui vont gérer centralement je dirais, des pans du système de santé. On n'a pas le temps de discuter longtemps de cette décision-là. Elle est vue par plusieurs comme le fruit d'une interférence politique, plutôt comme un processus de maturation raisonnable de la gouvernance du système. Ça, on pourra en discuter plus le moment venu. Pourquoi je dis ça? C'est que le fait qu'Alberta change ne doit pas être vu comme un désaveu potentiel du modèle en place, incluant quand on regarde ses résultats sur les dernières années. Ontario, on ne va pas aller en détail, le modèle équilibré. Ce qui est important de voir, c'est que c'est une autorité qui laisse des capacités, des autonomies de gouvernance. J'ai distingué des autonomies de gestion qui laissent des paliers de gouvernance au niveau des établissements de santé, mais qui découpe le système de santé en différents secteurs, là, comme vous voyez en haut, en 5 secteurs, et qui vise à optimiser la performance de ces secteurs-là en mobilisant ici un ensemble d'expertise autour de fonctions du système de santé et d'appuis comme les ressources humaines, les finances, l'information. Ici, on est dans un modèle qui est à mi-chemin entre un modèle totalement distribué où vous avez le ministère, des régions et des établissements, et chacun a une entité de gouvernance propre, versus un modèle plus comme Alberta jusqu'à ce jour. On est comme à mi-chemin ici. Manitoba, Share Health, c'est ce que je disais tantôt, c'est un peu le même principe où le ministère va s'occuper des grandes politiques, c'est-à-dire s'occupe idéalement, c'est en cours, c'est implanté. Share coordonne le développement et l'implantation de plans provinciaux pour des volets de services dans le but d'aider à améliorer de la performance et il donne un appui aux régions qui pilotent la dispensation des soins et services. Ce qu'on a beaucoup appris du Manitoba, et aussi on pourrait dire Terre-Neuve et Labrador, on n'illustre pas ici, c'est la mise en place d'une stratégie excusez, systématique de transformation de la gouvernance où il y a identification formelle de différents chantiers qui sont vus comme des blocs critiques pour transiter de la gouvernance au point A à la nouvelle autorité de gouvernance et avec une stratégie systématique de mobilisation des leaders opérationnels ou cliniques ou communautaires selon les chantiers. Et ça s'est fait très tôt dans le processus. Et Terre-Neuve, qu'on ne présente pas en détail aujourd'hui, a fait ce travail-là de préparation de la transformation. Ça l'a précédé la décision de créer une autorité de gouvernance consolidée. Donc, on verra ça, ce que ça dit pour le Québec là, en conclusion. Les similitudes entre les modèles de gouvernance, et là je vois que le temps reste à peu près 2-3 minutes, les similitudes entre les modèles de gouvernance, c'est tout changement ou transformation substantielle de la gouvernance commande, comme on disait, une clarification des rôles et responsabilités. Voilà ici un échantillon au niveau des ministères. Idéalement, transformer la gouvernance, c'est aussi transformer le rôle du ministère de la Santé qui devra
s'occuper à terme plus des grandes politiques, des orientations stratégiques, l'élaboration et le développement de politiques novatrices, la surveillance et monitoring des grands résultats du système et les questions d'allocation des ressources à l'autorité de gouvernance et les mécanismes de réduction de compte. L'agence ou l'autorité de gouvernance administre des programmes, que ce soit dans un modèle équilibré ou centralisé, exerce une valeur ajoutée sa coordination, est responsable de mettre en œuvre les orientations du ministère, travaille à la consolidation des services soutien à défaut de meilleur terme et planifie à minima les services, c'est-à-dire planifie des services à minima provinciaux là, de vocation provinciale. Si vous êtes dans un modèle consolidé, a quand même une responsabilité d'opération plus importante. Les fonctions regroupées, on les a évoquées, c'est les questions d'infrastructure, santé numérique, innovation clinique, système de gestion de la performance et système clinique très spécialisé. Les enjeux, je vais terminer là-dessus. Ça, c'est tout le deuxième rapport. Ce qui est important de voir, c'est la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance. C'est, dans sa forme la plus simple, une transformation de la structure de la gouvernance. Fait que c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps en santé. Il peut être à propos de faire des transformations structurelles, mais des transformations structurelles ne représentent qu'une composante des transformations nécessaires pour atteindre de meilleurs résultats. C'est donc plus un point de départ qu'un point d'arrivée. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas, dans certains contextes, être important et à propos. Et ça nous a amené dans le deuxième rapport, à défaut de meilleurs termes, à dire qu'il faut tout autant prioriser la stratégie de transformation culturelle si on veut atteindre les résultats escomptés. Et là, on est dans une école d'administration. Le fameux alignement stratégique avait beaucoup travaillé Yvan Lair dans le temps, l'alignement entre la culture, la stratégie, la structure. Là, on est sur ce territoire-là. Et l'importance de travailler aux capacités et aux prédispositions qu'il faut des décideurs, des acteurs, pour faire qu'au final, on a un équilibre raisonnable entre des fonctions qui méritent d'être centralisées et des fonctions, responsabilités qui méritent de rester décentralisées et même de se développer plus. Et donc, toute la question de l'autonomie, la question de la gestion de proximité, qui doit être un sujet que Denis s'intéresse. Et ça, c'est extrêmement important là, pour créer des équilibres positifs. Et je réinsiste sur la question des capacités, c'est-à-dire on a probablement tendance dans le système de santé à avoir une vilaine habitude de supplier les gens de s'adapter plus vite, faire différemment, d'avoir des meilleurs résultats, mais de porter beaucoup moins attention aux capacités qu'il faut développer nouvelles, ici des ressources, des compétences, qu'elles soient informationnelles ou autres, pour atteindre les résultats. Donc, ce qu'on disait là, un peu banalement, c'est transformer la gouvernance, c'est un exercice en continu qui commande une stratégie délibérée adaptative. Et c'est pour ça que j'ai insisté tantôt, en prenant par exemple Manitoba, Terre-Neuve, sur l'importance de prendre au sérieux la période de transformation, transition, pour mettre en place une autorité, qu'elle soit centralisée ou équilibrée, mais nouvelle de gouvernance. Et là, pourquoi on insiste là-dessus? C'est que le contexte du système de santé, on le voit dans ses vulnérabilités persistantes, les prédispositions de plusieurs acteurs dans le système,
et les systèmes de gestion en place militent probablement en faveur du statu quo et d'une certaine reproduction des pratiques. Dit autrement, c'est pas parce qu'on change la structure de gouvernance que tout le reste va décliner par enchantement. La transformation de la structure de la gouvernance, excusez. Ah, voilà, merci. Je vais enlever le stop sharing et je dirais juste en conclusion, ce qui est, si on regarde le Code du Québec, là, et le but, c'est vraiment pas d'aller en détail sur la loi 15 qui a été adoptée, mais c'est de dire certaines juridictions ont joué différemment la séquence adoption d'une nouvelle structure de gouvernance, mise en place d'une stratégie de transformation pour Iran. Au Québec, le choix qui a été fait, qui a été délibéré ou non, c'est qu'on adopte une nouvelle structure de gouvernance et notre hypothèse par ces rapports-là, c'est qu'il faut s'engager vite et de façon délibérée dans la mise en place d'une stratégie de transformation, de transition qui comprend aussi une stratégie fine de développement de capacité à travers différents chantiers qui sont identifiés à la mesure des évidences et des défis. J'arrêterai là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va ouvrir la période de questions. Donc, les gens sont invités à poser une question soit dans le clavardage ou à lever la main virtuellement et ouvrir naturellement la caméra et le micro quand on vous donne la parole. Les questions ont déjà débuté à l'écrit dans le clavardage. Donc, je débute avec André Dascal qui dit d'abord, merci, excellente présentation. Comment une restructuration de gouvernance peut-elle fonctionner avec un grand manque de main-d'œuvre comme celle qu'on connaît? Est-ce que la loi 15 ne fait que déplacer des chaises sur le Titanic? Ouais. Ça revient je dirais, dans toutes les discussions. J'étais dans d'autres discussions hier avec des associations professionnelles. Clairement, il y a un défi de main-d'œuvre. La solution n'est pas magique. Et là, il y a deux perspectives. Une qui est, puis de la caricature là, pour les fins du propos, une qui est véhiculée dans votre question, c'est il n'y a pas moyen de faire mieux au niveau, puis je caricature votre propos, je ne sais pas que vous pensez ça, mais une position, il n'y a pas moyen de faire mieux avec les ressources en place et le défi de main-d'œuvre fait que très peu d'améliorations sont possibles. Et une autre approche qui dit la gouvernance, si elle est restructurée, devra s'intéresser beaucoup à l'expérience et à l'organisation du travail, qu'on utilise différents termes, la gouvernance clinique, l'optimisation des pratiques, la mobilisation des leaders cliniques, la mobilisation des professionnels, dans l'espoir qu'il y a des marges latentes. Mais c'est un grand défi là, que personne ne peut. Merci. On va y aller avec une deuxième question de Mélanie Anne Smithman et qui demande comment ces juridictions, donc les différentes juridictions qui ont adopté des gouvernances semblables, ont attaché leur gouvernance avec des services décentralisés hors établissement, comme la première ligne, les GMF par exemple, où se jouent plusieurs des enjeux pressants de notre système qui doivent être la fondation des systèmes. Est-ce qu'il y a des stratégies prometteuses du côté des autres juridictions? C'est intéressant comme point. Je dirais, ce que vous avez dans plusieurs juridictions, c'est un travail un peu préparé par le ministère pour créer des réseaux de soins primaires ou de soins de première ligne
l'initiative des Ontario LT en Ontario, qui est vraiment une initiative pilotée par le ministère. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point la nouvelle agence ontarienne interagit. Elle interagit probablement beaucoup avec cette initiative-là. Mais on parle de phénomènes en émergence là, ici. Alberta avait travaillé sur des réseaux cliniques de soins primaires pour mobiliser Manitoba aussi, qui ont précédé au Manitoba. Merci. On y va avec Denis Schoenberg. Oui, merci Jean-Louis pour cette conférence, c'était vraiment intéressant. Je me questionnais, étant donné ta vaste expérience au niveau des systèmes de santé à l'international, on sait que les différentes données nous présentent des systèmes où la performance, autant au niveau des coûts par capita, autant au niveau de l'efficience, autant au niveau de la qualité des soins, de l'accès, il y a des systèmes qui ont de meilleures performances. Qu'est-ce qu'ils ont en commun en termes de structure de gouvernance, ces systèmes qui ont, en tout cas, somme toute, de meilleurs indicateurs de performance? C'est quoi leur particularité qu'ils ont en commun sur leur mécanisme de gouvernance, sur leur structure de gouvernance? Est-ce qu'on peut décoder un certain nombre de paramètres sur lesquels on dit, bon, bien, si on s'enligne là-dessus, on a plus de chances de réussir? C'est une très bonne question. La première partie de la réponse, c'est si on regarde, par exemple, le système en Alberta jusqu'à ce jour, depuis la création en 2008, il y a deux choses qu'on apprend. Un, puis là, je ne fais pas la promotion des autorités centralisées. Je te dis, je pense qu'on apprend d'Alberta, c'est un. Alberta Services a produit très peu de résultats quand il a été soumis à beaucoup d'ingérences politiques. La période où il y en a eu moins, avec une équipe très forte à sa tête, semble avoir produit des résultats positifs de qualité, d'accès, ainsi de suite. Fait que ça, c'est un élément là, qui est beaucoup la qualité des décideurs et la compréhension des autorités politiques qu'il faut laisser maturer les processus de gouvernance pour qu'il ait. Ça, c'est. Après, tu parlais des systèmes performants. Je pense qu'ils ont des variations sur le plan de la gouvernance. Il y a une tendance à créer des entités de gouvernance plus en mesure de gérer la performance. Ça m'apparaît un point important. Une mobilisation des leaders cliniques autour d'objectifs. Moi, j'ai toujours dit, indépendamment des structures, comment elles évoluent, elles ont le devoir d'être meilleures en gouvernance clinique. Et au Québec, on peut localement être très bon, mais on n'a pas développé cette culture forte-là au niveau du système. Je vais prendre, puis vous connaissez Jean-Frédéric Lévesque, j'y parlais la semaine dernière, puis je lui disais un peu, mais c'est quoi les ingrédients, là, si vous dites que vous avez des bons résultats? Puis il disait, nous, on mobilise les leaders cliniques, puis on valorise les meilleurs normes, puis on finance en fonction. C'est ça les ingrédients. Une agence de gouvernance, qu'elle soit équilibrée ou centralisée, en principe et plus, devrait être en position de bien faire cette chose-là. Est-ce qu'un ministère pourrait? Oui. Pourquoi il tente de faire moins? C'est une question. Merci. Vous venez de mentionner qu'il faut aussi laisser vous faire maturer les systèmes de gouvernance. Et la prochaine question de Mihaela Popovici va dans ce sens aussi. Elle demande, vous avez affirmé que la structure de gestion actuelle milite pour le statu quo.
Selon vous, combien de temps serait-il nécessaire pour aligner culture avec structure de gouvernance et améliorer de manière durable notre système de santé? C'est une bonne question. Là. Je n'ai pas plus la réponse que vous, mais tu sais, ça, c'est N égale 1. Moi, j'ai comme une petite règle de base qui dit en santé, on cherche à produire du changement radical, mais il faut le faire de façon incrémentale. Fait qu'il y a une maturation, là. C'est pour ça qu'on insistait sur une stratégie délibérée de transformation et transition. Là, on n'a pas eu le temps de discuter en détail, mais l'identification des chantiers, la mobilisation des leaders, la formation d'une base d'évidence à jour pour orienter les décisions qui sont prises et tout, il faut mettre du temps. C'est un travail d'expertise aussi, une mobilisation. Puis moi, je pense que ça pourrait prendre beaucoup de temps, en autant que c'est bien fait, que ça va dans la bonne direction. Le temps n'est pas un problème. C'est de maintenir ces orientations-là qui vont avoir à terme, dont on peut faire l'hypothèse qu'ils vont avoir à terme une valeur ajoutée au système. Il y a plusieurs questions, il y en a plusieurs dans le clavardage, encore des mains levées. Je vais vous amener sur une question de conseil d'administration, puis après, on va retourner faire un saut sur la performance. Il y a encore plusieurs questions là-dessus. Donc, la question de Pierre-Paul Millette, au fil de la commission parlementaire, le rôle de conseil d'établissement a évolué vers un conseil d'administration d'établissement. Comment voyez-vous le rôle de ces conseils d'administration d'établissement en termes de gouvernance versus le CA de Santé Québec? Bonjour Pierre-Paul, c'est une très bonne question. En fait, je ne sais pas comment ça va jouer. Je veux dire, on peut le lire structurellement, là, mais tu sais, le CA d'établissement peut être vu comme à la fois un relais d'orientation, mais aussi comme une source de contextualisation pour un territoire, un établissement, et de faire remonter des préoccupations. Puis je pense, là, votre question touche ce qu'on a appelé, à défaut de meilleur terme, la transformation culturelle. Ces entités-là, en soi, ils n'ont pas de vie. Ça dépend comment ils vont être habités et comment elles vont être vues par les dirigeants de Santé Québec. Si on dit qu'on a besoin d'une dynamique forte de zones ou de districts, comme on a vu en Nouvelle-Écosse, comme on a vu en Alberta les 4-5 dernières années, ben, ça va avoir, si on trouve que c'est pas important, ben, ça n'aura pas. C'est beaucoup à ce niveau-là, puis ça touche ce qu'on disait, subsidiarité, décentralisation, centralisation. Et ça, pour moi, c'est un chantier en soi sur lequel la transition, transformation doit travailler. Merci. On avait justement une question là, qui parlait de comment on pouvait peut-être davantage articuler cette dimension culturelle qu'on avait assez peu abordée jusqu'à maintenant là, en complémentarité de la structure de gouvernance. Donc, s'il y a autre chose à ajouter à ce sujet, vous pourrez le faire. Je vais sauter sur une question qui parle de comparaison entre les systèmes. On a Philippe Crevier qui dit, est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des systèmes qui ne fonctionnent pas très bien entre eux? Et est-ce qu'il y a des leçons à tenir d'un examen où on compare des systèmes qui ne sont pas nécessairement performants ou qui ne fonctionnent pas bien? Il y a 3 volets à cette question-là. Donc, ça, c'était le premier. Pourquoi ne pas avoir examiné le système en Colombie-Britannique, par exemple? Et troisième volet, les modèles examinés sont de type centralisé ou équilibré. Et la littérature est pourtant à l'effet que les systèmes décentralisés, les petites équipes bien soutenues sont les plus efficaces. Est-ce qu'il y a des modèles de ce type, ici comme ailleurs, qui auraient été intéressantes pour une comparaison? Il y a beaucoup de choses dans cette question-là, je dirais.
La réponse la plus simple, c'est le travail qu'on a fait sur la gouvernance. C'est réalisé dans la perspective où s'annonçait un changement au Québec. C'est comme dire, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'expériences similaires ou qui peuvent informer? Ça, c'est deux questions, Colombie-Britannique ou autre. C'est des choses qu'on a regardées dans un autre projet, là, pas avec le CSBS, sur les capacités transformatives des systèmes de santé. Là où je vous rejoins, une stratégie de transition, transformation devrait regarder aussi quels sont les éléments clés de d'autres systèmes de gouvernance organisés différemment, mais qu'est-ce qu'ils réussissent à faire bien? Et est-ce qu'on peut reproduire ces choses-là dans de nouveaux contextes? Je le raisonnerais très pragmatique. La question de se comparer au système performant, elle a été faite aussi dans d'autres travaux. Et je pense, moi, il y a une variation des arrangements de gouvernance des systèmes performants, ce qui était la question de Denis. Mais ce qu'on en apprend, c'est tout l'aspect aussi plus soft que je décrivais tantôt. La mobilisation des leaders cliniques, la mobilisation systématique des évidences, une politique structurante sur le plan de l'innovation, des mécanismes de gestion de performance performants. Et ça, c'est tout des choses qui, idéalement, devraient se retrouver dans une autorité centrale de gouvernance. Votre question est très bonne. Il ne faut pas juste se regarder en province, il faut regarder d'autres systèmes, il faut regarder en général qu'est-ce qu'on a appris des conditions de performance d'un système de santé. Et c'est ça qui doit nous guider, indépendamment du choix qu'on fait au niveau de la gouvernance. Parce que je pense aussi, en suivant la question de Denis, il n'y a probablement pas de best-of. Il y a probablement 50 façons de faire ça au plus. Aujourd'hui, on raisonne dans le contexte d'une façon qui a été décidée par les pouvoirs publics. Juste avant de passer à Denis, je glisse la question de quelqu'un André Dascal, qui poursuivait dans sa première intervention, puis qui dit, en fait, pour poser la question autrement, est-ce qu'il existe des preuves que la gouvernance a un impact sur la fonctionnalité du système de santé? Ça dépend ce que vous voulez dire par cette question-là. Moi, je pense que je vais le faire autrement. Vous n'avez pas de preuve monolithique de dire si vous faites A, vous obtenez nécessairement B. Si c'était ça, on ne serait pas dans un système complexe. Par contre, puis on voit un petit peu dans les rapports qu'on a fait, ça, ce n'est pas important. Il y a des leviers à identifier qui doivent se retrouver dans la gouvernance, puis qu'on peut avoir une présomption raisonnable qui va avoir une valeur ajoutée. Et on sait aussi que si on ne le fait pas, on a en général plus de vulnérabilité d'un système et de dysfonctionnement. Fait que c'est une question compliquée, là. Et le rapport 2 qu'on a fait aborde un peu ça, sa transformation de la gouvernance. On dit, voilà comment se joue, entre autres, l'incitation, voilà comment jouent les normes, voilà comment différentes approches, la modification des comportements des dispensateurs de soins, voilà. Et la gouvernance c'est un exercice de raffinement et très stratégique pour moi. Ça commande de façon délibérée à dire qu'est-ce qu'on met comme levier dans une boîte qui s'appelle Alberta Health Services, l'Agence Santé Québec. Qu'est-ce qu'on met dedans pour agir? Quelles compétences et ressources on a pour agir de façon à produire de meilleurs résultats? Fait que la réponse est aussi conjoncturelle et contextuelle.
ça peut donner 0 comme dépendant comment c'est. Monsieur Dascal, vous aviez levé la main. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Avec le micro. Oui, ce que je voulais dire par fonctionnalité, c'est des résultats par rapport à la qualité des soins, aux longévité de la vie, morbidité, mortalité, etc. C'est dans ce sens-là, parce que moi, je suis un médecin, je n'ai pas une longue connaissance, une très grosse connaissance de la part de l'administration, mais j'étais administrateur de la santé à plusieurs reprises, mais je ne suis pas convaincu que ça fait une différence. Que ça soit centralisé ou décentralisé, je ne pense pas que ça fait une différence. Il y a deux choses dans votre propos. Qualité, sécurité des soins, les évidences montrent qu'il y a un rôle des instances de gouvernance dans plusieurs systèmes. On n'a pas le temps d'élaborer, mais il y a un rôle. Il y a un rôle. Mais je ne suis pas convaincu que la centralisation, la décentralisation est favorable à ça d'un côté ou de l'autre. C'est ça ce que je veux dire. En d'autres mots, je pense que l'impact sur la qualité des soins est beaucoup plus local, énormément beaucoup plus local qu'autre chose. Alors, mon biais, c'est que c'est plus local. L'autre chose, c'est difficile de faire des comparaisons à l'extérieur du Canada parce que la majorité des systèmes de santé mondiaux, ils sont doubles. Il y a un système privé qui est en parallèle avec un système public. Et puis, moi, je suis très confus comment est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec le reste du monde vraiment là-dedans. On peut prendre le VA américain, on peut prendre Kaiser Permanente peut-être, on peut faire ces choses-là, mais à l'extérieur, ça devient extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup d'échappes, si on peut dire. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. OK, merci. Sur le point, c'est local, je dirais. C'est en partie local, c'est en partie plus large, territorial, et c'est en partie national, la qualité et la sécurité. Il faudrait discuter longtemps, là, mais entre autres, il y a un ouvrage de l'OMS sur les stratégies nationales de développement de la qualité, puis vous avez des cas probants dans ce ouvrage-là. On fait ces comparaisons. Vous avez raison, ça doit toujours être fait avec prudence. Mais c'est comme, il y avait une vilaine tendance au Canada un bout de temps en disant, parce que le système américain n'est pas un système à assurance universelle comme le nôtre, on ne peut pas en apprendre beaucoup. Ben, moi, je pense que ça c'est pas vrai pour moi, mais vous avez cité Julien et Kaiser. On peut même apprendre d'autres systèmes soumis à des formes d'incitation très différentes. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, dans le contexte qu'on est pour viser une amélioration des résultats? Et moi, je pense que c'est une bonne idée de regarder, de se comparer pour apprendre et de dire si telle chose se fait de telle manière, est-ce que moi, je peux traduire ça dans mon contexte et pourquoi je le ferais? Mais c'est un travail d'adaptation et contextualisation. Merci. Denis? Merci. Oui, Jean-Louis, j'avais une dernière question. On sait que l'un des objectifs du PL15, c'est de créer la fameuse agence. Il y a d'autres objectifs, mais l'agence en est un important et la création de l'agence a plusieurs objectifs, dont l'un de chercher à séparer le politique de l'opérationnel. C'est un des éléments importants. Mais je me dis, comment peut-on éviter l'ingérence politique lorsque la plupart des dirigeants de ces organismes sont nommés par le gouvernement en place? C'est-à-dire, on l'a vu en Alberta, tu l'as soulevé toi-même. Donc, comment réussir, et on voit ça dans plusieurs organisations publiques et parapubliques, où l'indépendance qui est véhiculée n'est pas l'indépendance réelle de l'organisme parce que son dirigeant n'est pas nommé par, je ne sais pas, le Parlement ou je ne sais pas qui, mais il est nommé par le gouvernement en place. Donc, c'est lui qui décide finalement qui va diriger ça. Donc, si ça ne va pas son affaire, bien, il congédie la personne et il en engage un autre. C'est ce qu'on a vu en Alberta. Donc, comment réussir à générer cette indépendance par rapport au pouvoir politique?
C'est sûr qu'il n'y a pas Je de... glisse en parallèle la question d'Olivier Sosa qui était sur le même sujet, qui disait, vous soulignez beaucoup l'ingérence politique. Est-ce que l'imputabilité politique est mal comprise par nos dirigeants? Donc, je pense qu'on est sur des mêmes thématiques, là. Oui, oui. Bonjour, Olivier. Il n'y a pas de baguette magique, hein, clairement, puis on le voit dans les cycles des réformes. Les gouvernements en place, surtout quand ils sont majoritaires, peuvent toujours décider toutes sortes de choses. C'est pour ça que j'insiste à ces prédispositions. C'est-à-dire, ça dépend comment des, des, des pouvoirs publics jouent leur rôle. C'est pour ça qu'on insiste à la définition des rôles. Puis si les gens responsables ne s'engagent pas dans le modèle pour qu'il fonctionne, c'est sûr que ça va donner moins de résultats. Et c'est... puis avec Joanne, on a discuté souvent, puis avec d'autres personnes aussi. C'est autant un changement pour le ministère que pour les gens dans le réseau, là, ça, clairement. Et ça dépend de la volonté de faire vivre le modèle. Et il y a des périodes où on voit qu'il y a des pouvoirs publics qui laissent jouer les acteurs responsables au niveau du système. Et après ça, ça peut être des questions idéologiques. Là, en Alberta, c'est vraiment... Il n'y a pas de rationnel dans ce qu'ils font en ce moment. Aucun. Les gens dans le système le disent aussi, pas juste les analystes. Ils rentrent, ils ont décidé que c'était pas bon. C'est sur un modèle très, très étroit de compréhension. Je parlais de New South Wales tantôt. Il y a nettement une volonté de laisser jouer les autorités de gouvernance. Terre-Neuve-Labrador, il y a une complicité entre les personnes qui vont mettre au monde l'agence et les personnes au pouvoir, incluant le premier ministre, qui est exceptionnel, incluant dans l'autonomie qui s'annonce et la compréhension commune de ce qui est important de faire. Le pourquoi c'est comme ça aurait pu être différent. C'est très... Merci. Écoutez, le temps file. Il reste au moins une question sur un sujet qu'on n'a pas abordé dans le clavardage et le main levée. Je vais aller avec la question qui attend depuis un moment, qui concerne la gouvernance clinique. Et la personne, Evry Oppel, dit bonjour. Considérant les études aux États-Unis qui démontrent que les organisations de santé sous leadership médical semblent plus performantes, quelles ont été les orientations des différentes juridictions provinciales par rapport au leadership médical? C'est une très bonne question. Je pense que lorsque je donnais l'exemple des Clinical Network, il y a une volonté de mobiliser des leaders cliniques, médicaux, mais aussi autres, autour d'objectifs de résultats et d'atteindre de normes et standards les plus élevés. Et cet effort-là de mobilisation des leaders médicaux et autres, selon le cas, est extrêmement important pour moi. Et ça rejoint peut-être ce que disait un peu M. Dastal tantôt au niveau local, cette mobilisation de leaders cliniques et d'engagement dans l'amélioration des soins est fondamentale. Et il faut, dans une nouvelle autorité de gouvernance, faire une énorme place à cette mobilisation-là, si on veut que les éléments de la gouvernance clinique dite performante se mettent en place. Merci à tout le monde pour les questions. Je laisse la parole à Andrés Herrera et ensuite on va clôturer ce séminaire. Merci beaucoup, merci professeur Denis de la présentation. Moi, je suis doctorant à l'EGUCAM en stratégie, responsabilité sociale et environnementale, puis je m'intéresse particulièrement à l'industrie de la pharmacie communautaire au Québec.
Puis ma question vient en lien avec le fait que ce sont des entités ou des entreprises privées qui vont avoir quand même, disons, des tensions avec une logique corporative des chaînes et bannières de pharmacie, mais qui font partie du système de santé d'une certaine façon. Donc, ma question est plutôt si dans les évaluations, les études, les analyses que vous avez pu faire, qu'est-ce qui ressortait par rapport à ce type de relations-là entre les publics et les privés pour le système santé quand il y a des tensions justement ou des incongruences entre les objectifs ou les visions ou les logiques même qu'on va appliquer au niveau du soin de santé? Ouais. Merci. Merci. On n'a pas regardé ça dans ce contexte-là, mais il y a deux aspects que vous connaissez probablement mieux que moi. Il y a un premier aspect, c'est il y a des États, Nouvelle-Zélande, par exemple, qui ont choisi, puis c'est pas une population importante, mais qui ont été un des précurseurs pour négocier des ententes avec les pharma avantageuses pour le système de santé et pour l'accès aux médicaments. Et donc, ça, c'est un premier volet, c'est comment l'État, comme payeur, s'impose d'une certaine façon au niveau, entre autres, là, ça c'est le cas des médicaments, ça s'est développé en Australie, ça s'est développé au Royaume-Uni, entre autres. L'autre aspect, c'est, pour moi, ça rejoint tous les travaux actuels sur l'innovation responsable. C'est-à-dire, on regarde beaucoup d'innovation à l'intérieur du système de santé, les besoins d'innovation, mais peut-être qu'on regarde de moins les prédispositions qui mènent qui amènent des entreprises, des startups à mettre au monde certaines innovations plutôt. Et là, j'ai une collègue, Pascal Leroux, qui travaille beaucoup en innovation responsable. Et je dirais, dans le cas, et pas juste les pharma, là, dans le cas d'un ensemble d'intervenants dans le film d'innovation, il y a un travail à faire de société pour dire est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'attention à XY? Et ça serait bénéfique pour le système de santé. Puis il y a peut-être un troisième aspect, c'est que tous les systèmes de santé publics, au moins que je connais, on met en place des agences qui visent à réguler un peu après coup toute cette dynamique-là d'invention et d'innovation qui ressortent de ces secteurs-là, qu'on pense à l'INES, qu'on pense à CADET au niveau fédéral. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est une grande question. Votre thèse va répondre mieux que moi. Je l'espère bien. Merci beaucoup pour ce séminaire. Merci Jean-Louis Denis. Merci Joanne Castonguay aussi, à qui on souhaite un rétablissement rapide. J'en profite pour vous mentionner qu'on est en train de tricoter la prochaine saison de séminaires. Donc, restez à l'affût pour au mois de janvier recevoir les prochains séminaires de l'automne et de l'hiver, pardon, on a changé de saison, et du printemps 2024. Donc, merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Jean-Louis, merci à au revoir. tous. Merci pour cette magnifique présentation. Au plaisir. Merci Joyeuse fête à beaucoup. tous. Bye bye.